une question que je me posais tout le temps. Et donc je me suis dit, par rapport à toute l'expérience que j'ai eue au Sénégal, en France, ailleurs dans les organisations, il faudrait que je puisse mettre à contribution, ayant été déjà chargé de communication de la Jamia Council en France pendant pratiquement 6 ans de travail. Et une fois revenu aussi au Sénégal, j'ai voulu contribuer au développement de la paix Tijaniya. Et donc, il fallait que je refasse tout simplement un transfert des compétences, des savoir-faire que nous avons ailleurs et mettre à contribution de la faïda. Et donc, je me suis mis à réfléchir. Et un grand monsieur est venu me voir, on discute, il me parle, je dis, mais regarde, il est en train de me dire ce que j'ai une idée, mais je vais tout prendre et te les donner. Et toi, tu vas le faire. C'était le bail que je voulais lui donner pour développer. Avec sa grandeur, il me dit, non, 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 non. Tu devrais le faire et tu dois le faire et tu es à loin par rapport à ça. Et ce monsieur, il est là, cher Ibrahim, fondateur de Barham Corporation. Parce que moi, pour moi, je me disais, ce que Barham Corporation est en train de faire, c'est ce que moi j'ai envie de faire. Donc au lieu de créer, je dois apporter toute ma force, tout mon temps. Mais aujourd'hui, je comprends une chose, lorsqu'il m'a dit il faut le faire, c'est que le puzzle, il est grand. Et chacun a son petit morceau à amener. C'est ça que j'ai compris de sa vision, qu'il a beaucoup de choses à faire aussi, et que nous faisons partie, nous tous, de cet élément, de cet écosystème qui doit permettre à la famille de Tijaniya d'avoir tous les besoins, toutes les ressources. Et aujourd'hui, vous avez vu que Barham Corporation, donc je salue et que je félicite déjà par rapport au Barham Day qu'il a organisé, mais toutes les réalisations, les entreprises, c'est eux qui prennent la parole au niveau de cette assemblée de panélistes en dernier pour 2 choses par rapport à ce qu'il a lancé en tant que jeune ici, mais aussi en étant un petit-fils de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Donc il parlera au nom, en tout cas par rapport à cette période où hier il y avait Cheikh Silajidine, et que lui aussi il puisse nous inspirer, parce que c'est quelqu'un qui inspire. Je voudrais aussi profiter de l'occasion, on en reparlera, donc c'est là où on disait tout à l'heure que c'est la Mouskoro, que sur cette assemblée, on n'a que des hommes. Oui, mais hommes, voilà. Mais on aura des femmes aussi, qui sont des hommes aussi, qui sont là derrière, à cause de nous, qui sont là pour apporter des solutions. On fera la présentation tout à l'heure. Mais je vais donner la parole maintenant à Barham Corporation, son fondateur, chez Ibrahim, pour sa communication. Vraiment bon xam-xam la sans oublier ki nga xamante ne mooy monsieur Ba bu One Africa toog bi moom itam nga xamante ne aux États-Unis liggéey na fa liggéey yu am solo ñëw indi ko Afrique toujours dans le développement. waaye itam di rebondiraat ci li nga xamante ne mun naa ne sama sëriñ bi toog di monsieur Mokhtar Sarr ñëw na ci waxtaan na ci mu jël ay exemple yu am solo ci Mawlana Cheikh al Islam. loolu dañuy gis ni dafa fay naar bi xoromam parce que Baye à l'âge de 19 ans téere bi njëkk a bind Cheikh Ahmadou Bamba ci moom la jëlee. qaala fi haza al-majali al-amjadu Khadimu Taha Maliki Ahmadu. He said in this way of thinking, the servant of the Prophet Muhammad, whose name is Ahmed, il a dit sur cette vision, sur cette voie de pensée, le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du nom de Ahmadou te kooku mooy Ahmadou Bamba. Bàyyi mu ne jamono ji nga xamante ne tubaab yi ñu ngi nax ñu ñuul ñi di leen gëmloo ni nit ñuul amul xam-xam bàyyi nga leen pourtant de ki nga xamante ne mooy mi daan yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di Ahmadou Bamba wax na ci ne xam-xam mooy njiit fa laysa yusibu sawaadul jismi balaadatul fata wa suul fahmi. Don't make you an ignorance. Être noir habitant en Afrique ne fait pas de vous une ignorance. Bàyyi na Cheikh Ahmadou Bamba nee na doon nit ku ñuul
boo paree dëkk Afrique taxul nga loo xamante ne bopp bi dara newu ci waaye ca dëgg-dëgg loolu nit mu ñuul dëkk Afrique kooku sax dafa tax nga am xam-xam kon wax dëgg monsieur Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm gis nañ say référence yëpp dañ ko jëlee si Mawlana Cheikh al Islam te pourtant murid la donc dafa fay naa la moom da bàyyi defoon mbokk yi di wax ne bu ngeen dégloo mubaarak yi yëpp li ñu wane rek mooy que ni entrepreneuriat xam-xam la du leneen lu xam-xam bàyyi itam bi mu bëggee libéré Afrique bi mu bëggee innama yatawaqqafu ala shubbaanihi walakin la ala kulli shubbaan bal shubbaani musaqqafiina ذوي الأخلاق الحميدة والهمم العالية أما الشبان بلا ثقافة ولا أخلاق فغرس بلا ثمر The hope of a nation reposed on itself, but they are unused, rather on that which is cultivated, well-educated, and ambitious. On the other hand, the one which is not so well-educated is just a plant without fruit. L'espoir d'une nation repose sur sa jeunesse, mais pas sur n'importe quelle jeunesse, plutôt sur celle qui est cultivée, éduquée et ambitieuse. Par contre, celle qui n'est pas cultivée ni éduquée est juste une plante sans fruit. Mawlana Cheikh al Islam mu ne yéen ndaw yi bu fekkee ne bëgg ngeen lii tax ñu toog fi tey nga xamante ne nga xam ne kat yéenay seen ëllëgu réew mu ne waaye ban xeetu ëllëgu réew ngeen doon mooy ndaw yoo xamante ne jàng nañ ndaw yoo xamante ne am nañ jikko yu rafet ndaw yoo xamante ne am nañ ay ambition yu kawe bàyyi mu ne gis nga ñetti ndaw yi bu ngeen fexee ba bokk leen ci da ngeen mel ne garab bu taxaw amul xob amul fruit amul dara kon rek ñu wuti xam-xam ñu ngi ci jikko yu rafet ñu ngi ci ay ambition yu kawe kawe donc loolu la ñu bàyyi sant loolu la ñu bàyyi tig pour ñu def ko mais wax ni maa ngi tudd Cheikh Ibrahim Niass di président association Barham Corporation di ingénieur en li nga xamante ne diplomatie la parce que yàlla def nañu am chance doon ingénieur en sciences politiques loolu tax ñu élection municipalité yi passé mais en même temps ñu jàng li nga xamante ne mooy relation internationale loolu itam ñu ciy ingénieur parce que gis nañ ni Mawlana Cheikh al Islam léppam sur le plan international bañ na ko ba ci biti sax la ëpp daal ñu Sénégal pour bien xam bàyyi dëgg-dëgg sax génnal Sénégal donc loolu itam alhamdulilah relation internationale ñu doon itam ingénieur ci loolu waaye itam li nga xamante ne mooy géostratégie mooy lan la Sénégal am lu Sénégal war mën a jaay Mali wala Guinée wala yeneen réew waaye itam lan la Sénégal di soxla ci yeneen réew yooyu itam ñuy sant yàlla loolu itam ñu ciy ingénieur en même temps dañuy taxaw Barham Corporation ñu xam ne nag dañoo war a xam lan mooy produit lan nga war a jaay nit ñu war a xam lan mooy service monsieur Moubarak ñuy otoom pan ñu war a xamante ne moom lañ naan supply chain management loolu tax ñu war a mën a ànd rek ñun ñëpp war a mën a taxawal ay liggéeykaay waaye itam ba tey bu ñu déglu kilifa yi yëpp ñëwaat nañ ci li nga xamante ne war nañ ni business ak avancement développement yooyu yëpp boo koy delloo da nga koy delloo ci jàngale man ñu baax ñu nekkoon Sénégal bàyyi nag mu ne dafa am loo xamante ne nit ki bu ko xamee rek dina xam lan mooy mission ci kaw suuf te dina mën a dund bu tey ba bàyyi mu ne yàlla forcément ni wa maa ja'alnaahum jasadan laa ya'kuluuna ta'aama wa maa kaanu xaalidiin. We didn't create the mankind like someone who don't eat, and they are not immortal. On n'a pas créé l'être humain comme étant des gens. bàyyi mu ne aaya dafa wax ni man yàlla damaa bind doomu aadama ñu doon ñoo xamante ne dañuy lekk bàyyi mu ne képp kuy lekk war nga góorgóorlu liggéey loolu lew nga lekk loolu waaye képp koo xamante ne itam day dee war nga góorgóorlu jaamu yàlla ci kaw suuf bu ëllëgee bu demee àllaaxira mën a bokk ci ñuy dugg àjjana bàyyi mu ne ñaar yooyu mooy mission doomu aadama ci kaw suuf lekk lu lew lu dundee waaye itam jaamu yàlla kon bàyyi ko Moubarak mi toog ci yoon boobu ci forêt boobu ci lancé boobu la ñu woo te loolu itam mooy fondement wu Barham Corporation ñu ne Barham Corporation dafa am bureau ñu tuddee ko Barham Office composé de Barham Contrôle Barham Finance Barham Organisation Barham Business Intelligence donc ñooñu xamante ne pour nañ ko taxawal fu mu toll nii suñu projet phare bu ñu bëgg a taxawal ba ki démb mooy aljuma nga xamante ne macha allah Medina Baye wàccee nañ fa ay kamil yu toll plus de 73 000 et quelques ci même jour bi profité nañ gis la xaalis Seydou Mawlana Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahim Niass présenté ko suñu projet phare te mooy Barham OR dañoo bëgg a taxawal station essence boo xamante ne day am supermarché boo tudd Barham Market day am fast food boo tudd Barham Food day am système de transfert d'argent boo tudd Barham Cash
lépp boo ko boolee mooy américain naan all in one moo tudd Barham Oil. mun nañu ne dañuy soog a génn école itam ak ambition yeeg idée yooyu mais ñu ne nan la ñuy def ba am fond dépassé rek dem sur le plan international. pour ma joxe exemple ci nan la ñuy def ba am fond rek dama leen di ñaan ngeen génnee seen téléphone ngeen dem seen Wave ma wan leen ngeen duggee seen Wave da ngeen di dem fi nga xamante ne foofu lañ def paiement boo fa duggee boo tapé Barham Corporation automatiquement tur bi day génn ci biir plateforme Wave foofu la neexee nga dugal 100 francs day dem direct banque suñu compte banque bu la neexee nga dugal 1 million bu la neexee nga dugal 10 millions donc suñu projet Barham Oil actuellement di koy taxawal mu ngi doon 350 millions de francs CFA. ñu gëm ni ñun taalibe yi bu ñu àndee mbooloo rek xaalis boobu waxuma leen sax benn xëy mais ci quelques minutes mën nañ ko génnee amaan na dox bi nag bu yegg foofu moo xaw a jël temps tuuti. 139 membres ñu ngi bëgg minimum am 5000 membres pour un départ 5000 membres pour un départ chaque samedi 100 francs donc 500 000 la. ca fekk banque buy gis chaque samedi yow dugal 500 000 da koy leer ni weer bi mën nga dugal 2 millions kooku day pare ànd ak yow. buñ fi bawee banque yi tam bu ñu gënee góorgóorlu ba am 1 million de membres mais c' est extraordinaire xam ngeen ni 1 million de membres benn samedi kenn ku lay jël téléphone yónnee 100 francs Barham Corporation on a 100 millions cash mais avec 100 millions chaque samedi le mois c' est combien ñaata Barham Oil lañ mën a taxawal benn Barham Oil mën na jël lu mu bon 37 emplois te Barham Oil boobu mën naa ne bokk na suñuy projet yi gën a ndaw am na yeneen projet yi nga am te incha allah dinañ def bu may dina bàyyi validé vendredi bi passé vidéo yi mu baax rek gis na ko ñii ñi gis nañ ko donc xaalis bi validé na projet boobu may wax benn histoire bu ndaw dafa am benn awsa boo xamante ne jamonoy bàyyi dafa nekkoon mu dina bàyyi di fa jàngee léegi mu doon ràbb ay sër di ko jaay en même temps mu am benn Sénégalais bu turian di lekk xaalisam awsa bi xeex ak Sénégalais bi bàyyi yëg ko bàyyi daal koy woolu awsa bi daal di ñëw bàyyi nag yow da nga ñëw fii pour business wala nga ñëw pour jàng awsa bi daal ne ah sëñ bi da wax dëgg maa ngi jégalu dama ñëw pour jàng bàyyi na ko garanti naa la ni boo bàyyee business bi nga jàng ëllëg dara la ko ci kaw suuf waaye tey boo demee biir Nigéria état boo wàcc dafa mais loolu lan moo ko may xam-xam nangu jàng nangu topp yoonu bàyyi waaye léegi bu dee awsa boobu mën na ko am ñun Sénégalais yi lan moo ñu tey ñu am lu raw loolu donc war nañ mën a am lu loolu war nañ mën a taxawal lu gën a rëy loolu parce que ñaan bi fii la ko jëlee fii Sénégal kon nag ma leen di wax ni entrepreneuriat ngeen dégloo Moubarak yi yëpp toog fii même chose lay wax xam-xam la encore une fois Cheikh Moubarak Wade dama lay sant di la gërëm parce que dafa am benn wax bu bàyyi wax te yow dañ ci ne bàyyi dafa ne wala karamatan akbar min xidmatihi fi xaqi man lahu basira walakin Allah satara zalika li tatafadala al ansar. There is no miracle higher than working for me to whom God gave a deep look of heart, but God helps. Il n'y a pas de miracle plus élevé que le travail pour mon Cheikh Islam, mais Dieu l'a caché afin que les gens puissent se dépasser. Cheikh Islam, on s'arrête de la monnaie, xam leen ni liggéey moom mooy miracle bi gën a mag waaye nag yàlla da ko nëbb bu ko defee ñu mel ni mu baax Wade ñi nga xamante ne teel nañ comprendre loolu dinañ xëccoo dinañ njëkkalante dinañ fexe ba aw ñeneen waaye nag ñu nangu mu aw ñeneen xidma bàyyi nañ yooyu la loolu nañ buuxanteeg moom nañ ànd ak moom te incha allah noonu lay demee waa xew daawana alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatulah. Et après cette formation, on a compris beaucoup de choses. On a compris en réalité que nous sommes capables en Afrique. Il suffit, comme le disait mon aîné, de s'aimer d'abord, de se connaître qui nous sommes, d'accepter l'autre et d'être tolérant, et de former une forte communauté. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu le temps d'étudier beaucoup les Juifs. J'ai eu le temps d'étudier beaucoup les Libanais. Et vous allez voir cette communauté, la communauté juive et la communauté libanaise. Ce sont des personnes qui sont en réalité soudées. Leur argent ne quitte pas la communauté. Le marché qui constitue leur richesse, c'est d'abord leur communauté. Et ce qui nous divise plus en Afrique, c'est l'individualisme.
c'est l'individualisme parce que là, nous ne comprenons pas encore la force de travailler en communauté. Je vous prends un exemple. Je prends ce monsieur qui est devant moi. Nous sommes combien ici? Peut-être à peu près 100 personnes. Et que ce monsieur amène des papiers mouchoirs. D'accord? Marque Lotus. Vous dites qu'il vend à 100 francs. Quand il se lève, au lieu que tout le monde se lève pour l'encourager à acheter son mouchoir, 100 francs, 100 francs, s'il vend 100 francs fois 100, imaginez combien de ventes. Et qu'à son tour, il va encore multiplier sa production ou bien sa vente. Il va créer de l'emploi. Il crée de l'emploi grâce à qui? À la communauté. Et quand son entreprise évolue grâce à nous, il va payer l'impôt. Il va créer de la richesse. Et en créant de la richesse, ceux qui sont employés dans son entreprise, le salaire qu'il leur paie en leur tour, ceux-là vont aller payer le loyer. Ils vont donner l'argent de cocotte à leur femme. Grâce à ce que vous donnez à ce monsieur, les enfants de ces employés iront à l'école. Et comme votre contribution à son entreprise évolue d'une manière constante, il va arriver en réalité, ses employés et lui-même pourront arriver à pousser leur progéniture jusqu'à la fin de leurs études afin qu'ils deviennent quelque chose. Grâce à qui? Grâce à une communauté. Parce que quand il y a une communauté qui est forte, le risque de la mévente est faible. C'est ça le secret des Juifs. C'est ça le secret des Libanais. Et c'est ce que nous faisons beaucoup, nous, en tant que coach, avec beaucoup d'entreprises. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises en réalité qui se créent et qu'après 5 ans, 10 ans, on n'attend plus parler de ces entreprises. Alors que dans ce monde, nous connaissons des entreprises qui sont encore là, 200 ans, 300 ans. Et pourquoi pas chez nous? Vous créez une entreprise, 20 ans après, on ne trouve pas. Alors que dans la loi comptable, avant le décès d'une entreprise, il faut au moins 99 ans. Au moins, sinon disons 100 ans. Donc, nous, notre expérience dans notre entreprise, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons. Quand nous avons mis notre cabinet en place, nous avons divisé nos activités par 3 compartiments pour pouvoir vivre. Il y a l'accompagnement des chefs d'entreprise, des managers. Et là, nous intervenons dans le leadership, l'oratoire. Et tout ce que nous dit, c'est les gens qu'on a employés, surtout pour le bureau de Cotonou. Ici, à Dakar, on a encore 5 personnes à notre disposition, parce que c'est nouveau à Dakar, le cabinet de Bogotá à Dakar, c'est encore nouveau. Mais à Cotonou, nous avons plus de 1 personnes à notre disposition. Et ces personnes, on les paie comment? Grâce à leur service, grâce à ceux qui ont confiance en nous et qui travaillent avec nous. Voyez-vous? Et c'est la manière de créer de la richesse. Et comme nous connaissons la mentalité africaine, nous avons encore créé un autre compartiment. Donc, ce qui fait que nous envoyons dans la sous-région, nous envoyons les jeunes étudiants en Turquie, parce que nous avons signé le partenariat avec les Turcs, les universités turques, et nous envoyons les étudiants en Turquie pour continuer les études supérieures, quel que soit les domaines d'activité, les domaines de progression. En plus de cela, nous envoyons des opérateurs économiques en Turquie pour saisir des opportunités et les aider à faire import-export. Donc voilà les 3 compartiments de notre entreprise. Ce qui fait qu'en réalité, jusque-là, nous avons la chance de vivre, de survivre. Et ce qui fait en réalité que de l'autre côté de la formation, il peut arriver qu'on ne trouve même pas des institutions pour trouver le contrat sur la formation. Et si tu ne trouves pas de formation, comment tu vas arriver à payer les salariés à la fin du mois? Donc, si l'autre côté, l'autre compartiment ne marche pas, il y a l'autre compartiment qui marche. Si on n'arrive pas à envoyer des étudiants en Turquie,
certainement on va envoyer 5 ou 6 opérateurs économiques, soit béninois, soit ivoiriens, soit sénégalais, soit maliens ou togolais en Turquie. Donc voilà un peu le jeu, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière, et aussi il faut apprendre à avoir ce qu'on appelle connaître le secret de l'esprit millionnaire. Si vous êtes milliardaire, vous devez faire en secret dans votre réseau que vous formez, vous amenez quelqu'un à devenir millionnaire. C'est un peu ce que je peux dire pour ne pas monopoliser la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moubarak. C'est très difficile de répondre à certaines questions, mais pour moi, le plus important, c'est que nous sommes dans un cadre qui peut me permettre d'aller au fond de ce que je pense et de la certitude que j'ai par rapport à l'entrepreneuriat. Moi, je considère que quand on est dans un cheminement soufi, il y a une prédisposition naturelle qu'on a pour se développer d'un point de vue personnel, mais aussi pour pouvoir entreprendre. Parce que pour moi, l'initiation soufi et le développement personnel, entre les deux, il y a peut-être une différence de degré, mais pas de nature. Donc quand on est soufi, on est forcément engagé dans une entreprise de développement personnel. Et il est très important que les jeunes aujourd'hui le comprennent. Parce qu'on a installé une certaine dichotomie entre le fait de vivre sa foi et le fait d'être dans une activité économique. Et pourtant, si on était capable d'arriver à trouver un point commun entre les deux, ça serait plus facile de réaliser beaucoup de choses. J'ai beaucoup lu sur le développement personnel et je me suis intéressé depuis quelques années à ce qui a été pu écrire en partant de ce que l'islam propose comme modèle. Et c'est le premier conseil que je donne à tous ceux qui veulent entreprendre, c'est d'essayer de voir comment leur pratique religieuse va leur permettre d'être dans une démarche de développement personnel. J'ai l'habitude de donner à chaque fois des ouvrages. Il y a un ouvrage très intéressant qui s'appelle Le Retour à l'essentiel, qui est un ouvrage qui donne des outils de développement personnel en partant du corps. Donc le premier conseil que je donne, c'est ça, parce que pour entreprendre, il faut d'abord croire en soi, croire en ses potentialités, à ce qu'on peut faire. Et il n'y a rien de mieux que de comprendre que la démarche religieuse permet de croire en soi. Parce que si vous êtes des disciples de Cheikh Ibrahim Niass, vous avez compris que votre rapport au divin dépend du rapport que vous avez par rapport à vous-même. Et donc le rapport au monde de l'entreprise dépend aussi de comment vous vous voyez. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est comment on conçoit l'entreprise. Je vous parle de tout ça parce que je sais que vous avez tous cette fibre soufie qui vit en vous et ça vous permettra de mieux comprendre comment en tant que soufi on peut apprendre. Pour moi, l'entreprise, c'est comme un corps humain. C'est comme un corps humain qui a des organes de sens et il faut parvenir à une certaine maîtrise du corps. La maîtrise du corps est un élément très important du soufisme. Quand vous maîtrisez votre corps, vous allez à coordonner des activités. Et donc quand vous comprenez les organes de sens de l'entreprise également, vous arrivez à mieux gérer, à mieux fixer des objectifs et à pouvoir les atteindre. Donc ces deux éléments-là, c'est important pour vous de les retenir. C'est que entamer une activité économique et la réussir dépend de la foi que vous avez en vous-même. Et cette foi-là, vous pouvez la puiser dans votre pratique religieuse. Donc il n'y a aucune raison qui pousse à penser que la foi doit rester de l'ordre du personnel et l'entrepreneuriat doit être laïque. Pour moi, c'est quelque chose que je peux soutenir dans une assemblée comme celle-ci. Donc il n'y a pas de mal à croire et à entreprendre. La deuxième, c'est ce que je viens de dire, c'est que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, pensez au fait que l'entreprise est un corps unifié, qui a des organes et qu'il faut faire en sorte que ces organes-là soient
soient coordonnés pour une meilleure activité. Bon, pour moi, l'entrepreneuriat au Sénégal a un problème principal. Le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, on entreprend par défaut. On entreprend par défaut, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'insérer dans le tissu économique. Donc pour nous, l'entrepreneuriat est une porte de sortie. C'est très malheureux de concevoir des choses comme ça. Parce que pour moi, on a deux portes d'entrée dans le tissu économique, c'est-à-dire de trouver un emploi après un diplôme ou d'entreprendre. Trouver un emploi après un diplôme, c'est la voie par défaut. C'est la case de départ par laquelle tout le monde doit passer. Et vous comprendrez plus tard pourquoi je le dis. Ensuite, vous avez l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une fibre. C'est une fibre. C'est une aptitude. C'est une capacité qu'on développe. On ne peut pas s'improviser entrepreneur du jour au lendemain. Et il m'arrive parfois de regarder les profils sur LinkedIn, mais je suis étonné de voir le nombre de CEO et de managers généraux qu'on a. Et quand on regarde le profil, on se retrouve avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle, par exemple, et qui a une entreprise unipersonnelle. Donc, il y a un apprentissage d'abord à faire, et il y a une forme d'humilité qu'il faut avoir par rapport à ceux qui ont déjà réalisé des choses. C'est très important. Cette attitude ostentatoire de penser qu'il est facile de monter une entreprise et de se déclarer CEO, c'est très dangereux. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas de l'improvisation. On apprend. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'être d'abord dans le cadre d'une entreprise, avoir côtoyé des managers, maîtriser son marché, et ensuite se lancer. Sinon, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut entreprendre, mais on n'a pas tous les mêmes aptitudes et les mêmes capacités. Donc, d'abord, comprendre que quand on entreprend, on n'improvise pas. Et la meilleure manière aussi d'entreprendre, c'est d'être passionné par le domaine dans lequel on veut entreprendre. Ce n'est pas parce que Martha a réussi dans un domaine précis que je vais me lancer dans ce domaine-là. Parce que la plupart des entreprises qu'on a aujourd'hui, c'est des entreprises, on va dire, qui copient sur d'autres activités, sur d'autres modèles. Donc quelqu'un va ouvrir une entreprise de transfert d'argent qui marche et tout le monde va investir dans le même domaine. Quelqu'un va être dans l'audiovisuel, ça marche, tout le monde va investir dans l'audiovisuel. Il y a de la passion à la base pour le métier dans lequel vous voulez exercer, dans lequel vous voulez entreprendre. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'être passionné pour le métier. Il suffit de connaître ce métier-là, de connaître le marché sur lequel vous voulez intervenir, et après, savoir proposer une valeur ajoutée par rapport à ce marché-là. Si vous n'êtes pas capable de créer de la valeur, il ne faut pas entreprendre. Si vous n'êtes pas capable de proposer de la valeur, vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas entreprendre. Et si vous avez peur aussi d'aller contacter des prospects pour les transformer en clients, vous ne pouvez pas entreprendre. Donc l'entrepreneuriat, c'est très compliqué et c'est très complexe. Donc avant de vous lancer, réfléchissez à beaucoup d'éléments avant de vous lancer. Pour répondre à ta question directement, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le domaine avant de me lancer. J'ai travaillé en tant que consultant à Paris. J'ai travaillé au Sénégal en tant que manager général dans un grand cabinet. Et ensuite, je me suis lancé. Pour moi, quand on entreprend, c'est qu'on est arrivé à un stade de maturité par rapport au marché sur lequel on veut se positionner. Parce qu'il faut se constituer un portefeuille, il faut connaître les niches sur lesquelles on va se positionner et il faut avoir une certaine confiance en soi et puis une certaine stabilité financière qui va permettre de soutenir le développement de l'entreprise. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de belles idées, il faut aussi pouvoir avoir le capital financier qui vous permettra de survivre, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est sur cette base-là que je me suis lancé et je pense que c'est une belle réussite parce que au début j'ai d'ailleurs eu à échanger avec mon cousin
que je viens de rencontrer. J'ai eu à échanger avec lui, donc je pense que c'est une belle réussite parce que quand on part de rien pour arriver aujourd'hui à employer du personnel et à payer des salaires, avoir un portefeuille client, je pense que c'est une belle réussite. Mais ce n'est jamais facile de commencer au départ. Donc prenez bien compte de cela, c'est que votre spiritualité est un point fort pour votre développement économique. Aille vers la connaissance et la maîtrise, n'est-ce pas, de ses ressources, de ses économies. En parlant d'économie, voilà, donc on va donner la parole à un frère donc, qui a fait beaucoup de réflexions sur l'économie africaine. Nous reviendrons tout à l'heure sur les interventions avec le Bitcoin, donc avec la comment dire, versus Capital, qui aura aussi une communication à faire là-dessus. Donc on donnera la parole, rassurez-vous, on va donner la parole à l'audience pour des questions et des contributions. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Mokhtar Sarr de Lydiane Holding, que vous allez découvrir aussi, et qui est en train de faire un travail extraordinaire dans la communauté mouride, mais aussi au Sénégal, parce que Lydiane Holding SAS développe beaucoup d'initiatives économiques. Il reviendra sur le modèle, aussi sur le projet Selchamp. Donc c'est Selchamp à Touba. Donc le deuxième centre commercial est là, si ce n'est pas encore même créé, lancé déjà, au niveau de Touba, pour accompagner l'économie sénégalaise. Il y a beaucoup de création également d'emplois. Et aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé du modèle juif, du modèle libanais. Il y a le modèle aussi, comme je disais tout à l'heure, le modèle mouride, qui est le modèle de réussite, une valeur sûre. Et dans toute chose, il faut s'inspirer des gens qui ont envie d'avancer. Et nous, le Bayern aussi, on est très contents d'avoir ce partenaire, de nous inspirer aussi de réalisation. On les applaudit. On a une grosse responsabilité. Tout revient à cette notion. Cette responsabilité, en fait, rejoint un élément capital de notre existence, parce que c'est Dieu qui a décidé qu'on soit sénégalais, qu'on soit soufi, et qu'on appartienne à une lignée de référence. Et cette responsabilité revient à la notion d'héritage qu'on nous a laissé, aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on est né dans une lignée, on n'a pas choisi. Et on a des ailes, on a des références, on a des références religieuses, des références d'ordre familial, qui ont réalisé des choses extraordinaires, point de vue spirituel, point de vue existentiel et point de vue économique. À partir de ce moment, nous nous retrouvons tous face à cette responsabilité pour que cet héritage, en fait, puisse être perpétué de la façon la plus digne et la plus conforme. Si je parle d'héritage et de responsabilité, ça veut dire qu'on a une grosse chance. Je pense que je vais l'exposer tout à l'heure. Donc, il faut faire le suivi pour le mondial, il faut tout le monde élite. Il faut une langage de l'imam, il faut aller dans une ville à l'heure, il faut aller tout. Pour le pouvoir, nous avons eu une regarde ce soir. J'ai eu la chance de découvrir Jamaï. J'ai tellement découvert, on a vu nous gagner au Dakar, on va essayer de faire un excès avec un peu de Jamaï, de faire des dossiers, nous partageons du Paris parce que c'est une autre dimension. Et à partir de ce moment, en tant que talibé, en tant que Sénégalais, il appartient de voir le message qu'il véhicule, quel rôle on y a bien joué. Sans trop m'éloigner du sujet de l'entrepreneuriat, je vais juste camper la question géopolitique. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure et ça revient un caractère extraordinaire et extrêmement important. Ces 100-150 ans, il y a eu 3
armes qui ont été utilisées un peu partout à travers le monde. L'arme de l'éducation, de la civilisation, si je veux dire, l'arme économique. Et tout récemment, c'est l'arme des armes conventionnelles qu'on utilise dans les guerres. Et bientôt, il y a la quatrième qui est en train d'être formée, c'est les armes liées à la donne. Parce que c'est l'homme noir, comme je disais tout à l'heure, les génies islamiques. Si on se rend compte, on a la chance, sur la première bataille liée à la civilisation et à l'éducation, on a eu la chance de gagner parce que ce que l'Occident voulait de nous, ils n'ont pas réussi. Cette assimilation, ce détournement de nos valeurs religieuses et de nos références, ils n'ont pas réussi parce que nous avons eu des guides qui ont mené cette bataille et qui nous ont cramponnés à cette relation spirituelle à Dieu de façon individuelle. Et c'est ce qui explique cette organisation puisqu'elle qui s'appelle la Faïda. Chacun d'entre nous aujourd'hui a cette référence culturelle établie. Vous montrez de l'agronomie. On n'a pas peur, on n'a pas honte de nous montrer comme l'état de médecin, comme l'état de faire d'être musulman ou de ne pas être. C'est des besoins primaires. Et ces besoins primaires nous suivent durant toute notre existence. À 70 ans, qu'on soit milliardaire ou pas, qu'on soit musulman ou pas, qu'on soit africain, sénégalais, on a besoin de satisfaire à ces besoins primaires. Mais on a atteint un point où ces besoins primaires, pour les satisfaire, les gens réorganisés en termes de communauté, en fait, poussent pour pouvoir en fait, utiliser cette arme économique. Ce point est extrêmement important parce qu'en nous cramponnant, en fait, faisant notre éducation, nos guides religieux nous ont en même temps appris à être autonomes. Cette autonomie est un garant de notre foi. Pour avec les bottes, pour notre foi. Dans l'eau, nous avons dit que la mentalité qui ils nous ont appris comment mener notre vie à être autonome, à prendre en charge notre existence de sorte à ne pas être dépendant des autres communautés. Ça nous ramène à cette notion existentielle d'entrepreneuriat. Peut-être c'est un concept qui est galvaudé parce qu'on a l'impression que c'est maintenant que l'entrepreneuriat existe. Mais l'entrepreneuriat existe depuis des années et des années. Nos grands-parents étaient entrepreneurs. Peut-être qu'ils n'avaient pas accès à cette dimension 2.0. Mais la notion d'entrepreneuriat remis dans ce contexte nous appelle juste à cette responsabilité. Comment donner aux membres de nos communautés de dignité humaine? Ça commence par là. J'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, quelqu'un qui se déclare entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de se prendre en charge. Si chacun d'entre nous dans la communauté a un premier objectif, on a les jeunes qui représentent plus de 60-70%. Sans nous tromper, on a un taux de chômage qui est extrêmement élevé. On va pousser les gens à se prendre en charge. En faisant le parallèle avec mon parcours, je commencerai par dire que cette prise en charge dans l'entrepreneuriat nécessite de l'expertise. C'est fondamental. Les gens ont l'habitude de dire dès que vous avez le diplôme, vous allez commencer l'entrepreneuriat. C'est très dangereux, c'est très risqué. Je suis à 23 ans de carrière. Sur ces 23 ans, j'en ai fait 12 comme étant entrepreneur. Mais quand même, j'ai un bon parcours, 8-9 ans dans les grandes entreprises. J'ai commencé dans le consommateur, j'en ai fini maintenant mon salarié, je me prends en charge. Cette expertise est nécessaire pour pouvoir faire quelque chose de différent. Parce que le besoin, comme il en disait tout à l'heure, est à la base de l'entrepreneuriat. Quand on crée sa société sans pour autant répondre à un besoin particulier, on est en train de flotter en place du monde. C'est parce qu'on a identifié un écart par rapport à un besoin, par rapport à des cibles. On s'est dit qu'on va régler ce problème et on crée une solution, on monétise la solution et on essaie de pousser. Donc, pour dire que l'expertise est fondamentale, nous ne pouvons pas, parce qu'il serait dangereux de dire j'ai mon diplôme, je me lance dans l'entrepreneuriat. Après, et que même avec 9 ans d'expérience en me lançant dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas eu l'occasion de créer des emplois, c'était pour me prendre en charge. J'ai eu la chance d'avoir un background purement financier. Il était très facile pour moi de basculer en tant qu'entrepreneur sur le secteur conseil financier. J'ai commencé par conseiller des grands groupes ici sur les levées de fonds. Je l'ai fait à Niamey, j'ai commencé à Burkina après. Et très rapidement, j'ai commencé à développer un portefeuille qui m'a conduit à Dubaï,
où je gérais carrément le portefeuille africain sur tout ce qui est transaction advisory services pour les grands groupes. Je les accompagnais sur tout ce qui est opération de bilan, fusion, acquisition, short financier, IPO et tout ce qui se faisait sur le bilan, mais je n'ai jamais eu la prétention d'être un acteur qui crée des emplois. Peut-être si j'avais des employés, il y en avait deux sur la modélisation financière ou une analyse financière qui me permettait d'avancer très vite sur mes dossiers. Mais la responsabilité, c'était qu'au moins, j'enlevais un employé du système et j'enlevais aussi de facto quelqu'un qui prenait en charge, qui se prenait en charge personnellement, mais aussi qui prenait en charge sa famille. La décision de basculer en tant qu'entrepreneur investisseur, parce que l'entrepreneur conseil, c'est pas compliqué, mais l'entrepreneur investisseur, c'est à partir de 2016 où j'ai décidé de ne plus être un spectateur, parce que j'ai remarqué que je conseillais beaucoup de grands groupes. Et la dernière transaction qui m'a fait venir mettre la main sur notre économie. En termes de background et de track record, ces sociétés n'avaient pas grand-chose qui pouvait justifier qu'ils puissent faire une centrale charbon dans le pays. En termes de capacité financière, ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir le faire dans le sens où en revenant sur Dubaï, j'étais en train de le conseiller. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui nous manquait aujourd'hui pour faire comme ça? Et c'est de là en fait qu'est venue cette décision d'arrêter le conseil pour basculer dans l'investissement direct, pour être un acteur. Et c'est ça qui a amené le premier véhicule qui s'appelle M&A Capital, qui est une des premières sociétés d'investissement avec des capitaux purement sénégalais, qui est à la base de M&A Ventures, M&A Agribusiness, M&A Oil and Gas, qui investit dans l'éducation. On est aussi dans les IT et on a commencé à jouer un rôle. À date, avec l'aide de Dieu, nous avons pu créer à peu près 350-375 emplois depuis 2016, avant la naissance de l'Hijab Holding, qui est notre dernier bébé depuis 2 ans. Mais nos actions ont toujours eu comme sous-bassement notre référence. Je me rappelle quand je faisais dans le conseil, j'ai toujours refusé de conseiller les entreprises qui étaient dans des activités illicites. Même des chefs de restaurants qui vendaient de l'alcool, je refusais de les conseiller. Les gens qui étaient dans le tabac, je ne les conseillais pas. Et quand on est revenu dans l'investissement, on a été invité à investir dans des hôtels, mais connaissance de l'activité alcoolique, on a refusé de suivre. D'investir ou d'accompagner des entreprises qui ne connaissent pas à nos valeurs. Et c'est là où, en fait, je pense qu'il est important de rappeler en tant qu'entrepreneur ce que nos guides religieux ont fait de nous, en termes de connaissances, en nous façonnant de la façon la plus parfaite par rapport à l'islam. Il est important de le garder quand on est dans l'entrepreneuriat. Des fois, il y a des transactions très simples, très chaudes, sur lesquelles on peut se faire du cash très rapidement, mais qui sont limites sur nos valeurs. Et on décide de décliner. C'est très sensible, c'est très courageux, mais on n'a pas le choix. Ça revient à cette notion que Salim va rappeler tout à l'heure, de haq, qui nous dit en fait à jouer l'intermédiaire dans une transaction sur des licites. Vous n'êtes pas acheteur, vous n'êtes pas vendeur, mais vous savez que le produit qui fait l'objet aujourd'hui d'une transaction, je prends une chose très simple, des médicaments en toute façon. On est sûr que c'est quelque chose d'ici. Parce qu'à terme, ça détruit toute une société, mais on prend la décision de ne pas rentrer dans la transaction, même si on touche juste une commission de 1% sur 1 million. Cette référence, en fait, doit être aujourd'hui la base ou le fil conducteur de tout ce qu'on est en train de faire. C'est pas facile. Peut-être des fois, on se lève pendant 0 francs. On a une transaction limite sur nos valeurs. L'esprit peut jouer. Donc, l'esprit très bien, c'est pas méchant, je vais y aller, et comprendre. Mais facilement, on peut basculer. Parce que tout simplement, il n'y a que mon barreau du corps d'activité. Et c'est là où la notion de communauté revient. Mon partage d'expérience viendra sur cet aspect. Individuellement, nous avons lancé nos investissements. Plus tard, nous avons compris que nos communautés jouaient un risque, avec un risque réel qui était là. C'est que j'ai l'habitude de dire dans leur raison pour leur dire Gor, vous créez un et qu'à la fin de la journée, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas les besoins primaires de sa famille. Si vous le tirez le premier jour, le deuxième jour, vous risquez de ne pas le voir. Nous perdons des disciples, nous perdons des amis, parce que tout simplement, nous n'avons pas pu régler leurs besoins primaires. Et ces risques
que j'évoque quand je parle de la communauté est un risque réel pour la communauté, pour la FAIDA. Il n'y a pas de différence. Je suis membre de la FAIDA, lui il le sait, et nous partageons des valeurs intrinsèques. Nous partageons des valeurs qui sont réelles et effectives et qui sont des valeurs véridiques. Parce que dans notre vie et dans l'au-delà, nous avons cette croyance. Et tout ce qui peut nuire aujourd'hui, les enseignements de nos guides religieux ou leurs actions sur la communauté, nous avons une obligation au titre de l'héritage qu'on a pour pouvoir apporter des solutions. Cette notion, nous pouvons entreprendre dans la communauté et nous devons entreprendre dans la communauté parce que c'est la base. Parce que nous avons cette chance d'être dans une communauté. On parle de l'Europe, mais en Europe, le coefficient social est presque nul. Ici, nous avons un coefficient social qui est extrêmement élevé, voire par moments élevé mais négatif. Parce que la communauté n'a pas su produire un effet positif sur nos actions individuelles. J'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un évolue dans une communauté, que la communauté n'arrive pas à lui apporter la valeur ajoutée, forcément il sort de cette communauté pour aller chercher ça. Ce qui amène des partenaires chinois, des partenaires français, des partenaires européens. On ne peut pas le reprocher, mais il faut voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait. Entreprendre dans la communauté, investisseur qui peut créer des emplois. Il faudrait que la communauté puisse mesurer pleinement cette action. Si quelqu'un entreprend en auto-entrepreneuriat, il faut que la communauté puisse l'appuyer. Ceci est une nécessité et ça nous permet de pouvoir grandir tous ensemble, ça nous permet de pouvoir réussir et consolider cet héritage qui est en commun. Mais, il ne faut pas se leurrer. Le cordon spirituel qui nous lie et en même temps ce feu qui peut nous brûler. Nous sommes en communauté, mais nous sommes des humains. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos tares, nous avons nos... Quand on fait des transactions dans la communauté, si nous ne retournons pas systématiquement à nos valeurs ou à la façon de régler ou d'appliquer ces transactions, la communauté peut fusionner. Ça, c'est le gros risque. Nous le vivons, vous le vivez, nous tous nous le vivons. Nous avons des problèmes entre nous. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas qu'on se dise que tout est beau, tout est parfait. Voilà. Entre nous, nous avons des problèmes. Et ces problèmes qui sont inhérents à l'être humain, à toute communauté, doivent être réglés en nous référant systématiquement à nos guides et à nos valeurs. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas avoir, dans le cadre de nos activités entrepreneuriales, dans le des piliers, des gens qui puissent adapter cela. Autrement, ça va se disloquer. Nous avons lancé Media Holding il y a 2 ans pour dire quoi? Pour dire que nous sommes très forts dans le don-pile, comme toutes les communautés. Parce que l'épanouissement ou la prise en charge de nos guides religieux, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose d'extrêmement important. Mais de la même façon, nos guides religieux sont très regardants sur nos épanouissements. Nous devons, dans ce cadre, trouver en fait des moyens pour régler les problèmes auxquels ils nous incitent. Chemaï a beaucoup disserté l'année dernière sur ces problématiques. Je ne sais pas si la communauté de la FAIDA a eu la chance de tirer autant professionnellement pour que la FAIDA puisse, dans un cadre communautaire, agir. Ça veut dire quoi? Mutualiser les forces. Ça veut dire quoi? Identifier ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas, ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Je pense que c'est ce travail que Biden Body est en train de faire. Et à partir de ce moment, fédérer les esprits, l'actif financier, l'actif humain vers un objectif. Renforcer individuellement les acteurs et renforcer de façon collective la communauté. Autrement, nous allons vers ce que disait tout à l'heure mon cher ami Pa, nous allons devenir des sous-périmètres. Je vais dire en Wolof pour ne pas dire des servants, nous allons être des sous-périmètres. Et pour la Babylone, c'est cette guerre qui est en train de se passer actuellement sous nos yeux et aucune communauté n'est laissée en rade. Donc c'est un plaisir de voir ce regroupement autour de la famille. Notre parcours aujourd'hui au sein de Media Holding nous a permis de mobiliser une partie de l'épargne monétique autour de 1250 investisseurs qui a permis de lancer le réseau Saint-Champouba. On est en train de travailler sur les plateformes de transfert d'argent
de réfléchir aujourd'hui sur les piliers de notre économie sur lesquels nous pouvons agir de sorte à, un, créer le maximum d'emplois au sein de la... être le maximum autonome et indépendant par rapport à l'étranger. Et enfin, 3, pour qu'aujourd'hui l'épargne de la communauté puisse être fructifiée de la façon la plus conforme, de la façon la plus religieuse et de la façon la plus efficace. Parce que l'Afrique, on le disait tout à l'heure, c'est le next generation. Tout simplement parce que nous avons la population, nous avons la masse. Je disais quelqu'un, si vous voyez les Européens, les Chinois venir en Afrique régulièrement, c'est parce que tout simplement c'est ici qu'ils peuvent écouler le peuple. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des producteurs, nous sommes des consommateurs. Et c'est là où je pense que dans le cadre stratégique, il va définir des actions sur lesquelles nous pouvons l'économie. Mais quand je parle toujours d'économie, c'est pour le ramener toujours à cette synthèse qu'on a dans ma c'est pour revenir à cette pilier, à cette essence en fait. Nous mourons tu vas l'aider aussi. Nous mourons tu vas l'aider aussi. Nous avons gagné, débarqué, à la fin de la journée, que individuellement, tout en chacun puisse se dire, li nous baillons la Sénégal, avec les moudaf, beaucoup n'est que mon Google. Dis-moi qui c'est mon contribution. Que individuellement je me suis pris en charge, que j'ai aidé d'autres membres de la communauté à créer leurs emplois, ou j'ai acheté vers d'autres membres de la communauté de la famille. Et que, j'ai beaucoup pour régler les conflits parce que ces conflits sont inhérents aux activités, ces conflits sont inhérents à la relation humaine. Mais on peut les transcender parce qu'on a le même référentiel. On peut les transcender parce qu'on a la même vision, la même ambition. Mais on les aura de façon indéniable, parce qu'on est des humains avec nos failles, avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos incompréhensions. Je voulais partager ces mots et réitérer encore mes remerciements à Cheikh Moubarak et réitérer aussi mon engagement à vos côtés. Je suis membre intégrant de la FAIDA et je suis convaincu que ce qu'on a fait à Cuba, ce qu'on est en train de faire avec la FAIDA, les réflexions à Gendar avec l'Alba Invest, ces clusters une fois regroupés nous permettront d'avoir un Sénégal agrégé conforme à ce qu'on veut et sur lequel je pense que nos guides religieux auront pouvoir intégrer pour conduire l'économie et conduire le social. Je les remercie.